ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Thibaut Malfoy et en fait, j'ai publié mon premier roman à 29 ans, il y a 3 ans maintenant. Et en le publiant, je me suis rendu compte que toutes les questions auxquelles je m'étais confronté en l'écrivant, il y avait beaucoup de personnes qui se les posaient et qui avaient la même démarche que la mienne. Et ça m'a donné l'idée d'une part d'organiser ces rencontres le soir pour échanger autour de la littérature et d'autre part d'accompagner des aspirants écrivains dans la maturation de leur talent pour qu'ils évitent toutes les erreurs que j'ai pu commettre en me lançant, parce que quand on se lance, forcément, on apprend tout sur le tas. Et on fait des erreurs et c'est comme ça qu'on progresse et il ne faut pas hésiter à les faire parce qu'on découvre plus de choses comme ça qu'en étant prudent et trop scolaire. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a quelque chose qui vous semble pas clair. Voici mon email. Il y aura un temps pour les questions à la fin de la présentation. Donc on pourra échanger à ce moment-là. J'ai envie de commencer par un message qui est le suivant. N'ayez pas peur de vous assumer en tant qu'écrivain ou futur écrivain publié, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, parce que je le ressens et je le ressens chez beaucoup de personnes que j'accompagne. Il y a une sorte de timidité ou de peur à s'assumer en tant qu'écrivain, en tant que personne qui veut créer une œuvre exigeante, une œuvre ambitieuse. Et beaucoup de personnes, quand je leur parle de chef-d'œuvre, quand je leur parle de génie, me regardent avec un air apeuré, me disent « Oh là là, mais moi je veux juste écrire ». Sauf que juste écrire, ça n'existe pas vraiment. Même le pire écrivain publié se lance à fond dans son écriture pour publier le résultat, si médiocre soit-il. Mais on écrit toujours à hauteur de ses exigences. Et si vous ne mettez pas la barre très haut, vous n'arriverez pas à produire un bon livre, ne serait-ce qu'un bon livre. Je ne vous parle même pas de chef-d'œuvre, je ne vous parle même pas de La recherche du temps perdu, mais voilà un livre digne d'être lu, sincère, décent, honnête. Ça demande beaucoup de travail et c'est normal. Rien qui est un peu intéressant ne se fait sans effort. Et c'est ça aussi qu'on ne perçoit pas forcément. Et les découragements arrivent là, on se dit, en constatant que soit on n'arrive pas à écrire, soit ce qu'on écrit est merdique, on se dit je n'ai aucun talent. Sauf que même ce que j'écris là, même les géants ont commencé petits. Et c'est là où un peu de culture est utile, c'est de se rendre compte que finalement, même les génies ont eu des difficultés, ont commencé par des livres pas aussi bons que leurs chefs-d'œuvre. Il suffit de lire la correspondance de Flaubert pour se rendre compte à quel point l'écriture de Madame Bovary a été compliquée. Il suffit de lire les premiers romans de Balzac ou de lire le premier roman de Proust pour comprendre que le génie n'était pas encore là et que c'est un long processus et ça demande beaucoup de tentatives, d'erreurs et d'échecs pour y arriver. Et c'est ça qui est intéressant. En fait, ça nous fait nous rendre compte qu'il n'y a pas une classe d'êtres humains avec un don et une autre classe qui serait de simples mortels sans aucun talent. Il n'y a pas vraiment de division. La seule division en fait, que moi je rencontre quand j'accompagne des gens, c'est la division de caractère et d'optimisme et de courage qui sont plutôt des qualités extralittéraires. Les qualités d'imagination, tout ça, au final, on les a, on les retrouve. On est tous nés avec de l'imagination.
Bon, la plupart la perdent en grandissant, mais il s'agit de la retrouver par un effort permanent sur soi, sur son regard, sur le regard qu'on porte sur le monde, pour essayer de voir les choses différemment et apporter quelque chose à la littérature. Et donc voilà, si vous trouvez que vous écrivez mal, c'est sans doute vrai, mais ce n'est pas une raison pour abandonner, et ça ne veut pas dire que dans un avenir plus ou moins proche, vous n'écrirez pas bien. Moi, j'ose même pas vous faire lire mes premiers brouillons qui étaient hideux et catastrophiques comme tout premier brouillon. Et pour autant, je ne me suis pas lamenté et désespéré. J'ai continué à persévérer parce que j'étais animé par cette passion de la littérature et j'avais l'impression que j'étais fait que pour ça, même si c'est sans doute à moitié vrai. Mais il faut se convaincre que l'on n'est fait que pour ça, pour un peu brûler ces navires et ne se donner comme horizon de vie que la littérature, même si vous avez un travail à côté, même si vous avez une famille à côté. Il faut apprendre à se définir par sa passion. Et beaucoup de personnes ont une approche un peu timide de la passion et n'osent pas la vivre de manière compulsive et obsessionnelle. Et tant que vous avez autre chose en tête que votre livre ou que la littérature, même si vous avez votre famille et votre travail à côté, il y a encore un effort à faire. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore assez loin, mais c'est normal, hein. Moi, au départ, j'étais loin d'être aussi obsessionnel que je le suis aujourd'hui. Et donc voilà, c'est plus un continuum et c'est plus un cheminement qu'une division, une dichotomie très polarisée entre ceux qui ont un don et ceux qui n'en ont pas. Et pour vous le prouver, je vous cite un extrait d'un essai de William Burroughs, qui est l'un des grands génies de la langue anglaise du XXe siècle, où il dit qu'enfant, j'avais abandonné l'écriture, peut-être incapable de regarder en face ce que tout écrivain doit regarder en face, toute l'écriture mauvaise qu'il doit écrire avant de produire la moindre bonne écriture. Et ça, même Rimbaud a dû passer par là. Ses premiers poèmes étaient des poèmes d'Écoyer, et n'étaient que des poèmes d'Écoyer, et il a dû dépasser cette phase. Et tout le monde, à un moment, doit faire une sorte de saignée de toute la merde du manque de talent qu'on a en soi, avant de trouver ce pourquoi on est fait, et de trouver un peu une sorte de fréquence qui en nous résonne plus intensément qu'une autre, et c'est là qu'il faut creuser. Et pour vous donner du courage, une autre citation d'Emerson d'un essai qui s'appelle « La confiance en soi », justement. Croire en votre propre pensée, croire que ce qui est vrai pour vous et au plus secret de votre cœur est vrai pour tous les hommes, là est le génie. Et finalement, même sans aller jusqu'à parler de génie, un écrivain de talent, finalement, c'est quelqu'un qui a l'impression que ce qu'il a en tête a eu assez de valeur pour intéresser quelqu'un d'autre. Voilà, c'est la base de l'échange littéraire, c'est celle-ci. Et il faut développer, construire, voire forcer votre conscience, parce que finalement c'est ça qui fait la différence entre un bon écrivain, un écrivain qui est soit mauvais, soit qui est abandonné, qui ne sera jamais publié ou qui marquera jamais la littérature. Moi, si j'avais décidé d'abandonner au énième brouillon de mon premier roman et reprendre un vrai travail sérieux et inintéressant, j'aurais d'une part jamais publié mon premier roman, qui est, comme tout premier roman, charmant et insatisfaisant. Et ça ne m'aurait pas donné le courage suffisant pour aller au-delà et me dire, bon, ce premier roman aussi bancal qui peut être, a ses qualités, comment construire ces qualités, retirer la part de défaut qu'il y a. Et c'est normal, un premier roman qui n'a pas de défaut, c'est un roman sérieux et scolaire qui n'a pas vraiment d'intérêt. Donc voilà, construisez votre confiance en vous. Et il y a une deuxième chose que j'ai remarqué en travaillant avec pas mal de gens,
c'est il y a deux réflexes en fait face au talent, face à un type qui vous parle de génie et de chef-d'œuvre à longueur de journée. Il y a d'une part une réaction d'enthousiasme, d'excitation, de stimulation. Les gens sont électrisés par ce qu'ils devinent en fait de la richesse intérieure d'un génie, de quelque art qu'il soit. Ça peut être un génie culinaire comme un génie littéraire. Et l'autre réaction qui est diamétralement opposée, c'est l'effroi, la peur, cette sensation. Et vraiment, je les vois en face de moi se refermer sur eux-mêmes, comme si j'essayais de leur voler leur je ne sais pas quoi. Il faut vous forcer à être excité par le talent qui n'est pas encore le vôtre et qui sera bientôt. Parce que c'est pour ça que je dis que le talent reconnaît le talent, ça crée un phénomène d'émulation. Vous vous dites en voyant, en lisant ou en lisant un essai d'esthétique littéraire ou en regardant je ne sais pas quel making-of sur le dernier Malik ou je ne sais pas quoi, vous vous rendez compte qu'il a quelque chose de spécial et vous dites comment moi je peux m'inspirer de ça pour développer cette chose qui le singularise. Et tout le monde peut le faire, hein. On n'est pas ces moutons qu'on veut bien nous faire croire. On a tous en nous quelque chose de, peut-être pas d'unique, mais de très personnel, et beaucoup de personnes ne l'assument pas, n'assument pas leur personnalité. Moi, parfois, je discute avec des gens qui viennent de découvrir la littérature et qui sont très excités et qui veulent écrire, et tout d'un coup, ils arrêtent de voir leur vie et ils veulent écrire sur un sujet littéraire, comme si leur cours de sport ou je sais pas moi, leur épreuve de marathon n'était pas une matière poétique en soi. Il n'y a pas de matière poétique en soi, c'est la manière dont on la travaille qui rend la réalité poétique. Et c'est pour ça que, ça aussi c'est un autre problème, c'est parfois on ne voit pas en soi le matériau qui est capable, après transformation, de faire de la littérature. Et si soit vous êtes accompagné par moi, soit vous essayez de vous démêler de tout ça vous-même, mais il y a une manière de travailler son regard pour voir ce qui peut faire de littérature. Et quand je dis littérature, je parle surtout du roman. Des situations conflictuelles, cherchez-les. Il n'y a rien de tel pour démarrer un roman ou toute histoire de manière générale. Des choses bizarres, des trucs étonnants. Écoutez les conversations à la table d'à côté au bistrot. Soyez très curieux. Et hélas, la curiosité n'est pas un vice si répandu que ça. Et les gens manquent de curiosité. Donc, travaillez ça aussi. Trouver la forme d'art qui convient à votre talent. Stendhal, pendant de nombreuses années, a essayé d'écrire pièce de théâtre sur pièce de théâtre avant d'échouer à chaque fois et de se dire peut-être que ce n'est pas ce qui est fait pour moi. Et à 44 ans, de se mettre au roman et de trouver la forme adéquate à son génie. Il y a plein d'exemples comme ça quand on les cherche. Donc, ce qui vous intéresse, c'est raconter une histoire, peut-être que la littérature n'est pas la forme qui vous convient, et ça, il faut le découvrir le plus tôt possible. Peut-être que vous, c'est la BD ou le cinéma, les jeux vidéo, ou je ne sais pas quoi. Et il faut avoir conscience de ça. Moi, j'accompagne un ami qui est en train de dessiner sa première BD et qui a du mal à structurer son histoire. Et je peux l'accompagner parce que les principes d'une histoire et de l'art dramatique sont les mêmes qu'il s'agisse d'une BD ou d'un roman. Après, il faut, pour une BD, transformer l'histoire en images pour la rencontrer le plus possible à travers les images et non pas à travers plein de petites explications sous les vignettes.
Mais à part ça, c'est la même chose. Écrivez tous les jours. C'est le seul conseil pratique de la séance et c'est le meilleur parce que ça va vous forcer à avoir une discipline et à avoir une habitude en fait. Et au départ, ça va être compliqué parce comme à chaque fois qu'on se lance dans quelque chose, on manque de confiance en soi, on ne sait pas comment s'y prendre, on doute de soi à chaque moment. Et le fait d'avoir cette petite routine quotidienne va déjà vous permettre de la saignée de mauvaises phrases qu'on a tous en nous et qu'il faut évacuer le plus rapidement possible avant de trouver les bonnes phrases. Et ça va être le début pour vous d'apprendre à goûter la littérature, à savoir ce que vous recherchez en fait sous le palais, dans le rythme des phrases, dans la musicalité de vos phrases, dans les images. Moi, maintenant, j'ai mis beaucoup de temps à le trouver. Je sais exactement ce que je recherche comme à l'oreille, sous le palais, comme type de phrase, et c'est quasi physique comme sensation, et c'est très dur à transcrire en mots parce que je ne sais pas faire tout simplement. Mais voilà, je sais ce que je recherche, et tant que je ne l'ai pas, je peux rester toute une journée sur un paragraphe, tant qu'il n'a pas le tanin ou l'acidité que je recherche en bouche. C'est comme un vin en fait, c'est très gustatif. Donc ça va vous entraîner en fait, c'est un entraînement. Ça va vous former le palais, ça va vous apprendre à vous discipliner et vous apprendre à écrire régulièrement à heure fixe. Et ne serait-ce que 10 minutes par jour pour commencer, ça suffit. Hein. Et tenez un calendrier. Ça, c'est pour la motivation, c'est le conseil pratique bis que je peux vous donner. C'est ayez un calendrier classique et cochez tous les jours où vous écrivez. Et le fait d'avoir cette succession de petites croix sur les jours de la semaine, ça va, à un moment, vous n'aurez pas envie de rompre la chaîne et ça va vous encourager à continuer. C'est un peu le même principe quand on essaye d'arrêter l'alcool ou la clope. On compte les jours qui sont passés sans alcool ou sans cigarette. Et là, c'est pareil, vous devez compter les jours sans interruption de l'écriture. Et c'est très stimulant et à un moment, on devient accro à cette discipline et on écrit de plus en plus, et c'est en écrivant de plus en plus que à un moment, vous arriverez à faire des phrases un peu moins maladroites, à trouver des images un peu moins clichés, à avoir un rythme et une succession de phrases un peu plus fluide, etc. etc. Et ça, parier sur vos faiblesses, c'est une idée qui me plaît beaucoup. Je suis très lent. Je peux passer une journée sur un paragraphe et ça me désole, mais c'est comme ça. Et contrairement à Anne ici présente, qui le temps que j'écrive un paragraphe, elle a déjà son premier jet de nouvelles qui est déjà quasi bon, et c'est comme ça. C'est son talent à elle, c'est pas le mien. Et ça sert à rien que j'essaye de la concurrencer sur cette particularité-là. Moi, en étant aussi lent que je suis, j'arrive à trouver autre chose différemment. Et le type de phrase que je recherche, je n'arrive à l'obtenir qu'en étant lent. Et donc, Anne, je n'arrête pas de la harceler pour lire ces nouvelles, pour la forcer à parier sur sa rapidité et à renchérir là-dessus voilà, parce qu'elle a une capacité à trouver le rythme comme ça, très vif et très stimulant. Et moi, je parie sur ma lenteur et je me force à redoubler de lenteur pour trouver ce que je recherche. Et essayer de comprendre en fait ce pourquoi vous êtes fait et ce pourquoi vous n'êtes pas fait. Ça aussi, c'est des ruses qu'on a vis-à-vis de soi-même. De la même manière que si vous n'êtes pas fait pour le théâtre comme Stendhal, ben, n'allez pas vers le théâtre. Et si vous n'êtes pas fait pour les sprints, entraînez-vous au marathon. Quoi. Voilà. Lisez les classiques, mais ne les lisez pas comme un universitaire avec tout un appareil critique de notes,
de théories qui sortent de plantes rampantes qui vous éloignent de l'œuvre et des phrases de l'auteur, mais lisez-les comme si ça venait de sortir de presse, comme si l'auteur, qu'il soit Flaubert, Proust ou Mallarmé, était encore votre contemporain, et ça vous invite en fait à le lire, à faire fi de tout ce que vous savez sur cet auteur et des postures qu'on peut avoir par rapport à ça. Attention, c'est un génie, on ne peut plus avoir d'avis critique et on ne peut plus dire que Stendhal écrit avec beaucoup de clichés, beaucoup trop pour son génie. On ne peut plus dire que Mallarmé, parfois, à force d'exigences littéraires, en devient hermétique. On ne peut plus dire que Burroughs écrit n'importe comment et ses romans sont des faux romans et c'est plus de la prose poétique que de la prose romanesque. Il faut vous retrouver une certaine virginité du regard quand on approche des classiques, sinon vous êtes dans une sorte de déférence par rapport à vos pairs et du coup vous n'apprenez pas en fait. Et vous perdez en fait un contact très, très sensible, très charnel avec la littérature et ce n'est que par ce contact qu'on peut apprendre quelque chose. Lisez, après les classiques, lisez des mauvais livres. Parce que les mauvais livres sont tellement mauvais que les défauts sont évidents, vous ne pouvez pas les rater. Et du coup, vous dites « Ah, mais ça, je ne l'aurais pas du tout fait comme ça. » Il fallait faire exactement l'inverse. Et vous réfléchissez en fait à des possibilités d'amélioration. Et ça vous entraîne un regard critique et quasi d'éditeur finalement, en vue d'améliorer ne serait-ce qu'une micro-bonne idée qui traîne à la fin du deuxième chapitre et qui est la seule qualité peut-être de ce roman. Et ça suffit peut-être à le sauver pour vous en termes de matériaux de réflexion pour essayer de voir quoi apprendre des erreurs d'un autre. Parce que nos propres erreurs sont toujours les dernières qu'on remarque. Alors je vais faire court parce que c'est un sujet que j'ai déjà abordé longuement dans de précédentes sessions. Toutes les vidéos sont sur YouTube, je vous donnerai le lien à la fin. En gros, un mauvais livre, c'est un livre qui prend le lecteur pour un abruti, qui lui explique tout au lieu de suggérer ce qui se passe dans la tête des personnages en le suggérant à travers leur comportement, à travers des indices comme ça, quasi subliminaux. Et autre indice, l'abondance de clichés. Voilà, très rapidement. Mais tout mauvais soit-il, ils sont intéressants parce que moi j'ai lu quasiment que ça toute mon adolescence, parce qu'au début on ne sait pas ce que c'est un mauvais livre ou un bon livre, et c'est en lisant de manière boulimique tout et n'importe quoi qu'on commence à développer un regard qui permet de séparer le bon du mauvais. Et c'est pareil, quand vous écrivez, au départ, écrivez beaucoup et tout et n'importe quoi, tout ce qui vous passe par la tête, la moindre pensée, la moindre anecdote entendue, de manière quasi maniaque et graphomane. L'essentiel sera acheté, mais ça vous force un moment à tiens, là, c'est plus intéressant qu'hier, par exemple, et vous développez un regard particulier. Cultivez votre imaginaire. J'en ai un peu parlé tout à l'heure au sujet des personnes qui n'assument pas leur personnalité ou leur vie, et on ne peut jamais parler que de son expérience, son vécu ou ce qu'on ressent au plus profond. Et donc, si par exemple votre passion c'est, je ne sais pas moi, le bowling ou la pétanque, ne vous dites pas ce sujet n'est pas littéraire, je ne peux pas en parler. Et essayez de vous demander pourquoi, qu'est-ce qui m'attire là-dedans, qu'est-ce qui est intéressant, comment faire de la littérature avec, quel point de vue inédit et novateur je peux apporter à cette part de la réalité. Quand Suzanne Sontag a écrit son célèbre essai sur la photographie, voilà, les gens se demandaient encore où placer la photographie dans la hiérarchie, même s'il n'y en a pas véritablement, des arts. Et elle a, en rétrécissant comme ça son attention sur un point très, très particulier qui est la photographie,
elle a pu apporter un regard neuf sur cette part de la réalité. Et voilà, donc là aussi, ça passe par beaucoup d'essais et d'erreurs, de réflexion, d'introspection. Devenez obsessif de l'introspection et il faut apprendre un peu à vivre avec soi-même, d'une part parce que l'écriture, c'est une solitude et que si vous ne supportez pas la solitude, faites autre chose, faites du cinéma ou je sais pas, mais ne faites pas la littérature. Donc il faut apprendre à vivre avec soi-même et donc à développer comme ça une chambre de résonance en soi pour tester ses idées, tester des personnages, un peu se dédoubler pour jouer tous les rôles. Et soyez bienveillant par rapport à tout ce que vous pouvez imaginer. Ne commencez pas en vous disant non, c'est pas bon, non, c'est pas ça, non, c'est pas de la littérature. Laissez-vous une marge de manœuvre avant de prendre l'artillerie critique pour dézinguer les 99 mauvaises idées, pour trouver le dernier pourcent de bonnes idées. Souvent, c'est un peu peut-être pas 99%, mais au moins une bonne moitié de déchets pour une moitié de bonnes trouvailles. Et si possible, commencer à développer une esthétique. Alors, c'est un truc dont personne ne parle et je ne comprends pas, même s'il y a de très bons essais d'esthétique littéraire. Les cours de littérature de Nabokov, en lisant, en écrivant de Julien Gracq, ce genre de livres, lisez-les, relisez-les, décortiquez-les, parce que c'est vraiment comme ça qu'on apprend à lire et à écrire. Moi, j'ai réappris à lire en lisant le dictionnaire égoïste de la littérature française de Charles Dantzig, qui par la suite est devenu mon éditeur. Tout n'est pas hasard dans la vie. Et j'ai vraiment eu l'impression de réapprendre à lire, découvrant pourquoi un cliché c'est mauvais, qu'est-ce qu'un cliché, qu'est-ce qu'une ellipse, qu'est-ce qu'un personnage, etc. Parce que finalement, ces cours ou ces livres d'esthétique littéraire ne sont qu'une accélération vers votre talent, parce que tout ça, vous le devinez plus ou moins. Moi, mes meilleurs élèves, j'ai l'impression de rien leur apprendre, c'est tant mieux, plutôt eux qui m'apprennent quelque chose, en me posant plein de questions a priori débiles, mais qui sont en fait très, très pertinentes et très judicieuses, et moi, en m'obligeant à y répondre, je découvre plein de choses sur la littérature et je suis meilleur pour répondre aux questions futures qui me seront posées. Mais Anne, par exemple, moi, j'ai pas eu l'impression de t'apprendre grand-chose parce que tout ce que j'ai eu à faire, c'est de formaliser ce que tu savais plus ou moins déjà, ou ce que tu devinais, ou ce que tu avais plus ou moins sous ta conscience directe de la littérature. Et à partir de ça, il suffit de laisser écrire la personne que vous avez en face. Donc c'est pas... Bon, après, il ne faut pas que je lise trop parce que plus personne ne voudra payer mes formations. Mais néanmoins, c'est important. Vous ne pouvez pas seulement compter sur la chance pour bien écrire. C'est pour ça qu'il y a plein d'éditeurs qui sont obligés de faire retravailler constamment les manuscrits de ces auteurs jusqu'au 10e roman, parce qu'il y a des personnes qui n'apprennent pas en fait de leurs erreurs, qui n'arrivent pas soit qui n'ont pas le courage ou la volonté de travailler cet aspect d'esthétique et de théorique. Et en fait, il n'y a pas de demi-mesure quand on approche la correction d'un texte. Soit il faut tout corriger et souvent tout réécrire, soit il n'y a quasiment rien, il suffit juste de replacer une virgule pour retendre une phase, de supprimer une répétition ou de rajouter quelque chose pour que la mauvaise répétition devienne une bonne répétition. Et ça c'est des micro-corrections. Et moi, mon but en tant qu'accompagnateur, en tant qu'accoucheur de texte, c'est de faire en sorte que les gens que j'accompagne n'aient plus besoin d'éditeurs. D'une part, parce que ça les rend autonomes, et d'autre part, c'est en n'ayant plus besoin d'éditeurs que vous trouverez
beaucoup d'éditeurs tout d'un coup prêts à vous publier. Et le problème, c'est que comme la littérature et l'écriture créative, ce n'est pas vraiment des disciplines qu'on enseigne en France ou encore de manière très embryonnaire, les auteurs n'ont pas cette discipline et cette rigueur qu'on devrait attendre de tout professionnel, même si c'est un peu bizarre de parler de profession pour une majorité de gens qui ne vivent pas de leur plume. Mais en tout cas, il faut être très sérieux et très volontaire dans la constitution de votre regard critique sur votre propre prose. Et enfin, la technique n'est pas l'art. Ça n'a jamais été le cas, sinon Godard ne serait pas le réalisateur qu'on connaît. Il n'y a pas pire que lui pour ne pas savoir tenir une caméra, et très souvent, ce n'était pas lui qui la tenait, heureusement. Mais il ne savait rien de tout ça, et grâce à ça, il a pu faire quelque chose de particulier, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Parce que la technique n'est jamais première dans l'épanouissement d'un talent ou d'une sensibilité littéraire. C'est pour ça que moi, ma manière d'approcher l'accompagnement d'auteurs est plus tournée vers le sentiment et l'introspection et la personnalité, et voir ce que la personne en face a en elle, et à partir de là, travailler, mettre à jour le matériau sensible sur lequel on peut construire de la littérature, et à travers ça, redécouvrir dans une deuxième étape les grands principes de la littérature romanesque. Qu'est-ce qu'un conflit, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce qu'un héros, pourquoi il y a un climax à la fin, pourquoi il y a un dénouement, pourquoi il en faut, pourquoi il n'en faut pas. Parce que les règles, les principes, les techniques littéraires sont des généralités. On n'apprend jamais rien avec des généralités. Ce que vous voulez savoir, c'est pas comment on fait un dialogue, c'est vous, tout d'un coup, dans votre cas très précis de la rencontre amoureuse entre Pierre et Jean, ou entre Isabelle et Pollux, comment vous vous démerdez pour que le sentiment passe, que ce ne soit pas cliché, que ce soit sincère et expressif. Et vous ne voulez pas, le matin, vous ne levez pas en vous disant je vais écrire une scène de dialogue, ou je vais écrire une scène à la troisième personne du singulier ou à la première personne du singulier. Ça c'est une approche très scolaire qui a tendance à m'agacer. Et deuxième point, on a tendance, comme la littérature s'exprime à travers le français, la littérature française, on a tendance à confondre la maîtrise du français et le savoir-faire littéraire. C'est deux choses très différentes. Et notamment, je parlais à l'une d'entre vous sur la question du vocabulaire. Est-ce que c'est important pour bien écrire d'avoir un vocabulaire riche? Bah oui et non. Si vous l'avez, tant mieux, mais c'est pas ça qui fait un écrivain. C'est pas la quantité de mots que vous avez en stock, mais la manière dont vous allez les combiner entre eux qui va être intéressante. Et deuxième argument à ce point, c'est la littérature, c'est pas comme la philosophie. La philosophie, c'est trouver les termes les plus précis et les plus exacts possibles pour développer une pensée, une argumentation, jusqu'à devenir, à force de précision et d'exactitude, obscur. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec les philosophies. Et la littérature, c'est l'inverse. En littérature, il ne faut pas nommer, il faut montrer, il faut suggérer les choses. Et donc c'est pour ça que finalement, on n'a pas besoin de tant de mots de vocabulaire ou d'un vocabulaire hyper riche. On ne vous demande pas d'être pédant, pas d'être universitaire. On vous demande de faire passer un sentiment au lecteur. Et pour faire passer un sentiment, vous n'avez pas eu dire « cette personne est triste, cette personne est gaie, cette personne est dépressive ». Ça ne veut rien dire. C'est abstrait, c'est général. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre de quelle manière elle est triste, gaie ou dépressive, comment ça se manifeste, parce que ce n'est qu'à travers ces particularités du personnage
que tout d'un coup, le lecteur va se dire « Ah mais oui, mais en fait, cette personne est dépressive ». Et c'est comme ça, en laissant le lecteur faire votre travail, faire une partie de votre travail, que vous allez l'embarquer en fait dans votre imaginaire, dans votre imagination. Et c'est pour ça que je dis souvent que bien écrire, c'est écrire avec l'imagination du lecteur. C'est essayer de construire une scène, des personnages, et de les rendre quasi présents dans l'imaginaire du lecteur. Et après, c'est au lecteur en fait d'interpréter tout ça, d'interpréter le matériau que vous lui proposez, parce que c'est pas votre boulot de lui dire quoi penser de votre livre. C'est à lui de le faire, et c'est pas un roman à thèse. Et vous n'êtes pas seul, que ce soit moi ou un autre écrivain, on est toujours ravis de répondre à des questions. Ne sous-estimez pas la vanité de l'écrivain. Dès qu'il y a quelqu'un qui lui écrit, il a l'impression d'être une rockstar. Et c'en est ridicule. Mais voilà, les gens sont ravis de partager sur leur passion, sur leur art. Et si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez... ne leur envoyez pas les 1000 pages de votre manuscrit inédit. Il n'a pas le temps. Mais moi, ce que je fais en général, c'est que bénévolement, je lis quelques pages. Comme de toute manière, c'est toujours les mêmes défauts qui reviennent de page après page. Il suffit de quelques pages pour comprendre très rapidement les faiblesses du manuscrit et aider avec quelques propositions son auteur à l'améliorer. Parce que finalement, c'est ça que regarde un éditeur, c'est si c'est bien écrit. Bon, après, il y a des éditeurs qui ne font pas leur boulot et qui publient de la merde, ça ne suffit pour rien. Vous pouvez retrouver les vidéos des rencontres précédentes sur la chaîne YouTube. Je crois que maintenant tout y est. J'ai parlé 1000 fois de clichés, j'ai parlé 1000 fois d'ellipses, j'ai parlé 1000 fois de mauvais livres et de bons livres. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à consulter ces vidéos. C'est en général une heure de vidéo par épisode. Et un petit teaser pour l'année prochaine. Comme j'ai à peu près tout dit des bases, je ne vois pas ce que je peux dire à part radoter. J'avais envie pour l'année prochaine, et ça c'était une suggestion qu'on m'a faite, de proposer un regard croisé entre la littérature et d'autres arts, par exemple les séries télé, la BD, même les mathématiques ont quelque chose à apprendre à un écrivain. Parce que c'est beaucoup de logique finalement, la littérature. La musique par exemple, dans le travail des sonorités, des rythmes, la musicalité des phrases a beaucoup à nous apprendre. Et c'est quelque chose que j'ai envie de développer pour les séances de l'année prochaine. Donc a priori ce sera là, et a priori ce sera toujours le mardi soir. Et autre idée, je ne sais pas du tout comment ça va se concrétiser, mais c'est une idée que j'ai en tête depuis un certain temps, c'est une idée de podcast en fait, d'épisodes assez courts, 10-15 minutes, durant lesquels je réponds à une question sur un sujet très précis, c'est comment aider quelqu'un à concrétiser une prémisse d'histoire, une proto-idée d'histoire. C'est quelque chose pour laquelle maintenant j'ai beaucoup d'expérience et l'habitude, et ça peut très rapidement débloquer quelqu'un en suggérant des pistes de réflexion, de développement, des idées, des exemples en fait de romans ou de cinéma qui abordent le sujet ou l'idée que l'auteur veut développer. Donc, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, si les gens vont me proposer des idées par email, ou si on fait un Skype et j'enregistre ça pour mettre ça sur iTunes. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de faire pour l'année prochaine. Et dernier point, je suis en train là ces temps-ci d'écrire une série d'essais sur l'esthétique littéraire, sur ma vision de la littérature et surtout ma vision de la littérature
au XXIe siècle, dans notre époque, et comment faire une littérature qui lui soit adaptée et ne pas répéter les mêmes formes et les mêmes modèles du XXe ou du XIXe siècle. Et c'est quelque chose que je vais commencer à mettre en ligne cet été, et donc je vous tiendrai au courant, ça vous intéressera sans doute. Et ce sera, je l'espère, clair et éclairant. Voilà. Donc je vous remercie, et si vous avez des questions, j'ai encore 10 minutes à vous consacrer avant de vous mettre à la porte. Enfin, je ne vais pas vous mettre à la porte, hein, rassurez-vous. Non, personne. Je ne mords pas, rassurez-vous. Ouais. C'est très compliqué, et moi j'ai eu beaucoup de mal ne serait-ce qu'avec l'avis d'un éditeur, de comprendre en fait ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Et en général, le deuxième jet est encore pire que le premier parce que vous, en voulant améliorer votre travail, vous supprimez certaines de ses qualités et vous surenchérissez dans ses défauts. Parce que voilà, travailler un manuscrit, c'est encore un autre travail. C'est une seconde étape de l'écriture. Et ça, personne ne vous l'apprend. Parce qu'au départ, de toute façon, on ne sait pas ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas ce qu'on attend en fait de soi-même quand on écrit. Et ça, moi, déjà, j'ai mis beaucoup de temps à avoir un manuscrit lisible. Et même après publication, je me cherchais encore. Et là, je commence à peine à émerger de cette phase de gestation. Et maintenant, je sais vraiment ce que j'attends de la littérature, ce que j'attends de ma capacité à écrire. Et je sais que tant que je n'ai pas à l'écran une certaine sensation, je ne suis pas satisfait. Et c'est pour ça que je passe mes journées comme un abruti à réécrire constamment la même chose jusqu'à ce que ça... Parce que même si vous savez ce que vous voulez, vous ne savez pas comment l'obtenir. Ça passe comme ça par des tentatives, des échecs. Et donc, pour répondre plus spécifiquement à vos questions, il y a en gros, sur un premier manuscrit, il y a deux choses à vérifier. Les clichés, donc ça vous pouvez regarder sur YouTube, j'en ai abondamment parlé. Et ce dont je parlais tout à l'heure sur... prendre le lecteur pour un abruti. À partir du moment où vous expliquez votre scène, comme si vous... moi, quand je lis ce genre de choses, j'ai l'impression de voir un film français avec les sous-titres français. Il y a un truc en trop. Dès que vous expliquez un personnage, vous dites qu'il est triste, qu'il ne sait pas quoi faire de sa journée, vous pouvez avoir comme ça une alerte, une alarme qui se déclenche dans votre tête, et vous pouvez vous demander comment contourner cette explication par un paragraphe de mise en scène, de mise en situation pour... c'est un roman ? D'accord. Non, parce que si c'était un essai, ça n'avait aucun intérêt pour vous. Mais pour de la fiction, en tout cas pour une histoire, il faut en fait laisser des indices au lecteur pour qu'il puisse se mettre à la place de vos personnages. Et c'est pas en lui disant ce personnage est de telle sorte que vous allez l'aider à incarner ce personnage. C'est un peu comme dans le film de Nolan, Inception. Pour mettre quelque chose dans la tête d'un individu, il ne faut surtout pas lui dire noir sur blanc, tu dois penser ceci ou tu dois penser cela. Il faut travailler de manière beaucoup plus subtile et détournée pour, le faire venir tranquillement là où vous voulez l'amener. Mais donc ça, bien sûr, c'est des généralités. Après, méfiez-vous des regards d'autrui sur votre texte parce que les bons lecteurs sont rares. Il y en a juste qui n'aiment pas ce que vous faites parce qu'ils n'aiment pas votre univers. Par exemple, moi, j'ai du mal à regarder Les Sopranos, malgré
toute la qualité que je peux reconnaître à cette série, et là je vais passer pour quelqu'un de très superficiel, parce que c'est des gens mal habillés. Je ne supporte plus de voir ces gens mal sapés, avec des cravates hideuses, des tissus hideux, des vestes mal taillées, enfin voilà, ça m'insupporte. Plus leur paresse, plus leur violence, plus le fait qu'ils tapent leurs femmes. Voilà. Mais pourtant, c'est une série géniale. Il y a des passages oniriques formidables qui font penser à du Buñuel ou à du Fellini. Il y a comme ça de longs moments introspectifs, elliptiques. Enfin, voilà, c'est une très bonne série qui n'est pas faite pour moi. C'est tout. Et il faut essayer de faire la part des choses, en fait, dans les retours qu'on vous fait. Et moi, je sais, j'ai une amie qui a vraiment pas du tout accroché à mon premier roman. J'avais l'impression de l'agresser en lui faisant lire ça. Et je m'en suis pas... ça m'a pas perturbé outre mesure, parce que c'était pas fait pour elle, c'est tout. Et c'est pas grave. Si vous écrivez quelque chose qui plaît à tout le monde, c'est là aussi une alarme ça devrait vous alerter. C'est sans doute que c'est insipide et inintéressant. On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est pas possible. Après, il faut savoir ce que vous attendez de la littérature, ce que vous voulez faire comme littérature, et trouver les lecteurs qui ont le même imaginaire, la même esthétique, la même vision. C'est pour ça qu'il faut aussi échanger, en fait, sur son travail, et ce que je fais ce soir ici, et ce que je ferai cet été avec mes essais. Les gens ne sont pas bêtes, et si vous expliquez et développez votre pensée, votre vision, votre esthétique, ils verront très bien s'ils adhèrent ou pas. Et c'est une très bonne façon de trouver des lecteurs et des lecteurs fidèles. Et c'est pour vous une très bonne façon d'être clair par rapport à vos ambitions littéraires, à votre esthétique littéraire. S'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire passer, à expliquer, c'est sans doute pas à cause de la personne en face, c'est sans doute parce que vous ne comprenez pas tous les tenants et aboutissants de votre démarche. Donc n'hésitez pas à bloguer, à tenir une newsletter sur... déjà, je me sentirai moins seul, et je serai le premier à m'y abonner. Et parce que, voilà, vous n'êtes pas seul face à votre écran et à l'écran blanc. Et on est tous dans cette situation, et c'est en échangeant sur ces problématiques-là qu'on fait collectivement avancer les choses, et que vous allez peut-être découvrir dans cette salle même quelqu'un qui partage la même vision que vous, et les mêmes thématiques. Quand je parlais d'imaginaire, j'aurais aussi pu parler de thématiques et de motifs, en fait, qui, à un moment ou à un autre, vous allez découvrir des choses qui résonnent profondément et intensément en vous, et des thématiques, des motifs qui seront obsessionnels pour vous. Et c'est pour ça que chez tous les grands cinéastes, chez tous les grands écrivains, on retrouve toujours les mêmes thèmes, les mêmes motifs qui signent la cohérence d'une œuvre, parce que c'est quelque chose de si personnel, de si proche pour eux, qu'ils ne peuvent pas s'en défaire, et qui, œuvre après œuvre, ils essayent de développer ça, de creuser pour éventuellement s'en défaire. Mais c'est un travail qui est continuellement remis sur le métier, quoi. Je pense qu'il faut mieux partir d'un personnage ou de quelques personnages, et que l'histoire soit une sorte de sécrétion de ces personnages, de coproduit de ces personnages. C'est comme une sorte de résine qu'ils exudent. Parce que finalement, votre histoire sera la conséquence logique de l'identité de votre personnage, de ses conflits intérieurs, de son tempérament, de son caractère, de ses conflits avec le monde extérieur, et tout ça. Non, vous n'avez pas de message. Non, non. Ah, je rigole.
Disons, méfiez-vous de vos intentions premières, parce que c'est pas toujours les bonnes, c'est pas toujours les meilleures, et c'est justement en commençant à travailler dessus que vous vous rendez compte, finalement, mon histoire, c'est pas du tout ça. Ce que je pensais être le personnage principal de mon histoire ne sera qu'un personnage secondaire ou tertiaire, et que vraiment la chose intéressante, c'est, je sais pas moi, le manque de confiance en soi, par exemple, de sa copine ou je sais pas quoi. C'est parce que c'est beaucoup plus intéressant ou parce que ça résonne plus en vous que votre idée première. Donc méfiez-vous un peu voilà, des a priori de départ. Moi, là, en écrivant mes essais, ce que je pensais être le début de ma démonstration va être la fin. Parce que je me suis rendu compte en commençant à écrire que tout ça reposait sur des présupposés, des axiomes, des choses qui ne vont pas forcément de soi. Et j'ai dû en fait écrire à rebours et remonter en amont au fur et à mesure pour essayer de trouver les bases théoriques en fait sur lesquelles je m'appuie pour dire ce que je voulais dire au départ finalement. Et au départ, enfin, cette série d'essais au départ c'était juste une préface que j'envisageais pour mon prochain roman. Et de préface, c'est devenu une œuvre à part entière. Donc voilà, laissez-vous un minimum de liberté pour remettre en cause vos choix de départ. Et, parce qu'au départ, on a une vision très abstraite, très générale de ce qu'on veut faire. Oui, je veux écrire une histoire d'amour avec 3 personnages, je ne sais pas quoi. Et finalement, on se rend compte qu'à l'arrivée, ça n'a rien à voir, ou de manière très très distante. Parce que c'est vraiment le contact avec le texte, avec vraiment le travail de fouille en fait, de vos personnages qui va vous révéler en fait l'intérêt de tel ou tel personnage, de telle ou telle séquence d'événements. Et si vous êtes un peu honnête avec vous, vous vous rendrez compte que c'est peut-être pas le plus intéressant ce que vous avez envisagé au départ. Donc voilà, restez libre et restez ouvert à des opportunités. C'est ça aussi la chance. C'est parce qu'il y a une part de chance dans l'écriture, mais si on n'est pas ouvert et réceptif à la chance, vous pouvez laisser passer des trouvailles géniales qui peut-être nécessitent de mettre à la poubelle 2 chapitres entiers parce que vous vous rendez compte que c'est plus nécessaire. Mais c'est peut-être ça qui va faire de votre livre un excellent livre. Donc, je vais devoir vous laisser sur cette dernière intervention. Je vais devoir libérer la salle. Merci en tout cas d'être venu par d'aussi forte chaleur. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire et je vous répondrai.